De l'ORTM, il est 13 heures à Bafoulambi, c'est dans la cité de Raï à la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce point de l'actualité. La Commission Affaires sociales et santé du Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué hier une visite de terrain à l'hôpital Gabriel Touré. Le but était de s'imprégner des conditions de travail du personnel soignant afin d'évaluer les besoins de l'établissement. Bamako abrite depuis hier le forum sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et l'intelligence artificielle. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Andal vise à créer un espace dédié aux acteurs du monde de l'information afin de réfléchir ensemble sur la manière adéquate d'informer le public dans le strict respect. Dans la page sport, on parlera de la 5e journée de la Ligue européenne des champions qui s'achève ce soir. Et puis sur le continent, il sera question de la rencontre de nos deux représentants en compétition interclub prévue ce week-end. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse à la recrudescence des feux de brousse à Bandiagara, une situation inquiétante qui mérite une attention particulière afin de garantir la sécurité alimentaire des populations. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la Commission Affaires sociales et santé du Conseil économique, environnemental et culturel a effectué hier une visite de terrain à l'hôpital Gabriel Touré. L'objectif est de s'imprégner de près des conditions de travail du personnel soignant et d'évaluer les besoins de l'établissement. Au cours des échanges, le représentant de la Commission Santé a souligner l'importance de renforcer les infrastructures et d'améliorer les conditions de travail afin de garantir une meilleure qualité de soins aux patients. Aliou Abdoulaye Touré. Cette visite de la Commission Affaires sociales et santé du Conseil économique et social a d'abord concerné le service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Ce service des urgences reçoit en moyenne 70 patients par jour, soit entre 20 000 et 25 000 patients par an, selon le chef du département. Après les urgences, le service de pédiatrie reçoit environ 20 000 consultations chaque année, tandis que les hospitalisations avoisinent 4 000 patients par an. À l'issue de la visite, le président de la Commission Affaires sociales et santé a souligné l'importance stratégique de l'hôpital Gabriel Touré. Dr Aboubakar Diarra est le président de la Commission. Par rapport au service d'urgence, au nombre de lits disponibles, il y a urgence. La capacité d'accueil est largement faible par rapport au nombre de patients qu'il accueille. Il faut songer à l'extension pour accueillir plus de malades. Le service de pédiatrie, insuffisance de lits, et le personnel aussi, d'insuffisance de personnel, d'insuffisance de matériel. Beaucoup de services ont été innovés. Le bloc de gynéco-obstétrique, la cardiologie, le bloc ORL gastro, le bloc de traumato, d'urologie aussi, de chirurgie. Professeur Tchorno Madani Diop est directeur général de l'hôpital Gabriel Touré. C'est leur rôle et aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, quelles sont les préoccupations et quelles sont les perspectives. Et nous avons eu beaucoup d'échanges avec les conseillers et nous avons eu aussi des propositions. Et nous pensons qu'une bonne chose va sortir de cette visite pour le bien-être de la population. La commission santé a réaffirmé son engagement à porter des recommandations fortes auprès des autorités compétentes. La plateforme Bembéré a tenu au mémorial Modibo Keïta hier le forum sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et l'intelligence artificielle dans le cadre de la 10e phase du projet Andala, un projet soutenu par l'ONG internationale Média Support qui a bien voulu créer cet espace dédié aux acteurs du monde de l'information pour apprendre et réfléchir ensemble sur la manière adéquate d'informer le public. Awa Adama Koulibaly. L'escroquerie en ligne, le piratage de messagerie professionnelle,
l'extorsion sexuelle numérique ou encore le phishing. Autant de menaces auxquelles sont exposés les utilisateurs de l'Internet. Les cyberrisques que beaucoup de professionnels sous-estiment encore. Abdoulaye Guindo, coordinateur de la plateforme Bembere. Lorsqu'ils vont sur Internet sans lire les conditions d'utilisation, ont cette propension à accepter les conditions. Or, ces conditions sont entre autres des règles qui stockent vos données. On ne sait pas qui peut avoir accès à ces données-là. On a compris que les internautes, les journalistes, les utilisateurs du web, ils ont une méconnaissance du système de stockage. Et puis souvent, vu que les plateformes sont souvent gratuites, ils ne savent pas souvent que sur Internet, quand c'est gratuit, c'est vous la marchandise. La protection des données n'est pourtant pas un luxe. C'est une obligation juridique, un devoir citoyen et un impératif éthique. Assitant Bengali, deuxième vice-présidente de l'APDP. C'est pour défendre ce patrimoine immatériel que le Mali, à travers l'APDP, a choisi de bâtir un cadre juridique garantissant le respect de la vie privée, la maîtrise des données par les personnes concernées, la transparence des traitements et l'obligation de conformité pour tous les acteurs publics et privés. Les technologies d'intelligence artificielle collectent, analysent et interprètent la donnée à une vitesse et à une échelle jusqu'ici inimaginable. Grâce au partage d'expériences, aux outils de vérification et aux exposés de l'autorité de protection des données à caractère personnel, journalistes, blogueurs et web activistes disposeront désormais d'un véritable arsenal pour faire face aux risques numériques, se protéger efficacement, tout comme les lecteurs. Les acteurs du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement ont tenu la 6e session ordinaire du comité de pilotage du projet. À l'ère du bilan, le projet affiche un taux d'exécution technique de 92%. Le projet a concerné les localités de Kay, Bafoulabé, Lemani, Nioro du Sahel et Diéman. Son budget est estimé à plus de 6 milliards 236 millions de francs CFA. On fait le point avec Seydou Traoré et Moulay Sidibé. Malgré les défis sécuritaires, climatiques et la crise liée à la Covid-19, les acteurs du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement se félicitent des résultats obtenus. Né d'une volonté présidentielle, ce projet affiche un taux d'exécution de 92% à la date du 31 octobre dernier. Le projet engage des acquis considérables dans les cercles de Kay, Bafoulabé, Yelemani, Nioro et Diéma. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. On retient essentiellement la réalisation des études de faisabilité et de conception des interventions techniques, la mise en place et l'opérationnalisation du dispositif institutionnel de pilotage et de gestion du projet, la réalisation en cours de finalisation de 23 sites agroforestiers de près de 120 hectares chacun, dotés d'une clôture grillagée, la réalisation de 89 forages positifs, la réalisation de 46 châteaux d'eau de 20 mètres cubes chacun, la dotation de 22 sites en loge technique. Le directeur régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement a salué la rigueur qui a prévalu lors de la réalisation des investissements. Selon Giovanni Grandi, cette rigueur repose sur la flexibilité des partenaires avec une mention spéciale au gouvernement du Mali. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement représente un investissement de plus de 6 milliards 231 millions de francs CFA. Il est rattaché au commissaire à la sécurité alimentaire et financé conjointement par les gouvernements du Mali et d'Italie via l'Agence italienne pour la coopération au développement. Démarré en décembre 2020, le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement prend fin ce mois de décembre 2025. Lancement à Kay des activités marquant les 50 ans du lycée Dougou-Kolo Konaré, bâti en octobre 1975. Le lycée Dougou-Kolo Konaré a formé plusieurs générations de cadres, de leaders et de citoyens engagés qui contribuent aujourd'hui au développement du pays avec un effectif de 3000 à 3200 élèves en fonction des années, encadrés par 122 professeurs, dont 17 vacateurs dévoués qui forment avec l'administration une grande famille autour des mêmes objectifs de développement du LDKK. On en sait plus avec Kansoto Kanouté depuis la cité des Rails.
C'est en janvier 1975, quelques jours après le décès de M. Dugukolo Konaré, instituteur à la retraite, membre du conseil communal, que le commandant Amara Damfaga, alors gouverneur de la région de Caille, annonça la création d'un lycée qui porterait son nom. Cheikh Tahara Traoré, proviseur du lycée Dugukolo Konaré de Caille. Le lycée Dugukolo Konaré de Caille compte aujourd'hui 50 salles de classe ordinaires, 4 salles spécialisées, une direction, 2 salles de professeurs, dont la première a été construite par Mme Adamba Kourari et la seconde par le conseil de cercle de Caille. Avec un effectif de 3000 à 3200 élèves en fonction des années, encadrés par 122 professeurs. Au-delà de l'aspect festif des 50 ans du lycée Dugukolo Konaré de Caille, le personnel administratif et les enseignants ont bien voulu donner un nouveau visage à cet établissement en lançant un véritable projet de développement. Issa Sow, président de la commission d'organisation. L'innovation pédagogique avec la création et équipement de 2 laboratoires des sciences physiques et des sciences de la vie et de la terre, la construction des salles de classe, l'infrastructure, rénovation du centre de documentation et d'information CDI, entre autres, fait un montant de 477 867 873 francs CFA. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Notre région, riche de sa jeunesse et de son potentiel, doit continuer à faire de l'éducation une priorité. À cet égard, le LDKK doit rester un pôle d'excellence, capable de relever les défis d'un monde en mutation. Pour ce faire, nous devons continuer l'amélioration continue des infrastructures, le renforcement de la qualité pédagogique, la promotion des technologies éducatives et l'implication accrue de la communauté. À l'issue de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains professeurs du dit établissement à la retraite par l'amicale des anciens élèves. Kai, Kansuto Kanouté, Puyo Dolo pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. En Tunisie, le président Kais Saïed a convoqué hier l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui faire part d'une protestation vigoureuse. Selon la présidence, l'ambassadeur aurait commis des violations des usagers diplomatiques. Cette brouille diplomatique porte sur plusieurs rencontres tenues en marge des cadres diplomatiques traditionnels, en particulier un entretien entre l'ambassadeur et le secrétaire général du principal syndicat tunisien. En Angola, la réunion du sommet de l'Union africaine et l'Union européenne s'est achevée hier, mais sans annonce forte. Les 2 institutions continentales saluent leur partenariat unique et stratégique et prennent de nombreux engagements. Les 2 organes décident de soutenir et de promouvoir le multilatéralisme, de renforcer leurs relations commerciales, de développer leur collaboration sur les minéraux stratégiques ou encore de juguler l'immigration illégale tout en favorisant la mobilité des citoyens des 2 blocs. En Chine, le président Xi Jinping appelle son homologue Donald Trump pour parler de Taïwan, de l'Ukraine et du commerce au moment où les tensions diplomatiques sont vives. Avec le Japon, Xi Jinping prenne lui-même l'initiative de montrer à quel point Pékin se sent mis sous pression depuis la déclaration de la première ministre japonaise prête à envisager une intervention militaire si la Chine attaque Taïwan. Aux États-Unis, le président Donald Trump renonce à insister le feu prônant un accord de paix. Cette décision intervient au lendemain de sa rencontre en Alaska avec son homologue russe Vladimir Poutine le samedi dernier pour mettre fin au conflit. Le locataire de la Maison-Blanche doit recevoir le président ukrainien le lundi prochain à Washington et une réunion avec les pays de la coalition des volontaires alliés de Kiev doit avoir lieu ce dimanche.
La page sport, présent au menu de cette page des sports consacrés uniquement au football. La Ligue européenne des champions avec la 5e journée démarrée hier et qui s'achève ce soir. Par ailleurs, la FIFA a dévoilé les chapeaux du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Sur le continent, nos 2 représentants en compétition interclub joueront ce week-end. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridjou Matina. Compétition africaine des clubs en Ligue africaine des champions, le stade malien de Bamako, auteur d'un nul encourageant en terre tunisienne 0-0 face à l'Espérance de Tunis, reçoit lors de la 10e journée Simba de la Tanzanie. La rencontre prévue ce dimanche au stade du 26 mars est importante pour les Blancs de Bamako qui devront tout mettre en œuvre pour chercher la victoire. Et en Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club sera en déplacement en Côte d'Ivoire pour affronter San Pedro. La rencontre est prévue également dimanche. Battus à domicile lors de la première journée, les Rouges de Bamako se doivent de réagir face au club ivoirien pour ne pas se faire distancer déjà dans le groupe A. En nouvelle, Cristiano Ronaldo, qui a pris un carton rouge tout récemment avec le Portugal contre l'Irlande, s'en sort bien finalement, puisqu'il est seulement suspendu pour 1 match et 2 avec sursis. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la FIFA. Du coup, CR7, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec 143 buts, sera disponible pour le premier match du Portugal au Mondial, puisqu'il a déjà purgé sa suspension contre l'Arménie. 5 ans après sa relégation et 9 ans après le crash qui avait décimé son effectif, Chapecoense fait son grand retour dans l'élite du football brésilien. Le club du sud du Brésil a officialisé sa remontée en terminant 3e d'une série B très disputée et serrée. L'équipe a ainsi l'occasion de commémorer le 10e anniversaire de son terrible crash d'avion ce 28 novembre en tant que club de Série A. À un peu moins de 2 semaines du tirage au sort du mondial prévu le 5 décembre, l'instance suprême du football mondial, la FIFA, vient d'officialiser les chapeaux de la Coupe du Monde 2026. Dans le chapeau 1, en plus des 3 pays co-organisateurs que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, nous avons l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. Le chapeau 2 est composé de la Croatie, du Maroc, de la Colombie, de l'Uruguay, de la Suisse, du Japon, du Sénégal, de la Corée du Sud, de l'Équateur, de l'Australie, de l'Autriche et de l'Iran. Le chapeau 3 regroupe la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Ouzbékistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Et le 4e et dernier chapeau renferme la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, Curaçao, Haïti, la Nouvelle-Zélande et 6 autres nations qui seront déterminées lors des prochains matchs de barrage. Ligue européenne des champions pour terminer. La deuxième partie de la 5e journée se joue ce mercredi. Déjà à 17h45, il y aura les rencontres Pafos AS Monaco et FC Copenhague Kairat Almaty. À 20h, ça prend fin avec 7 matchs. Le Paris Saint-Germain jouera contre les Anglais de Tottenham. En perte de vitesse depuis quelques rencontres, le Real Madrid sous pression se déplace en Grèce chez l'Olympiakos Le Pirée. Liverpool, autre équipe également en difficulté, reçoit les Néerlandais du PSV Eindhoven. L'Atlético Madrid accueille dans son antre l'Inter Milan et le match phare de cette 5e journée oppose à l'Emirates Stadium les Anglais d'Arsenal aux Allemands du Bayern Munich. Déjà hier au compte de cette 5e journée, 9 matchs ont été joués. Les Blues de Chelsea s'imposent à domicile 3-0 face au FC Barcelone. Autre surprise de la soirée, la défaite de Manchester City à domicile 2-0 contre les Allemands du Bayer Leverkusen. La Juventus de Turin en déplacement l'emporte 3-2 chez Bodo Glimt. Autre club italien en lice, le Napoli qui gagne 2-0 à domicile face à Karabakh. Le Borussia Dortmund, amené par son attaquant international guinéen Serhou Guirassy, auteur de 2 buts, s'impose 4-0 face à Villarreal, les sous-marins jaunes. L'Olympique de Marseille se relance en battant à domicile les Anglais de Newcastle 2-1. L'Ajax d'Amsterdam enregistre sa 5e défaite et s'incline devant Benfica 2-0. Chronique de l'environnement. À Bandiagara, les feux de brousse ne sont plus de simples incidents saisonniers. Ils sont devenus un véritable fléau écologique. Chaque année, des hectares de végétation partent en fumée, mettant à mal l'équilibre fragile des écosystèmes du pays d'Ogon. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Selon la direction régionale des eaux et forêts de Bandiagara, la région connaît une recrudescence inquiétante de feux déclarés au cours des dernières semaines. Les causes se mêlent: pratiques agricoles incontrôlées, activités de chasse, négligence humaine et parfois actes de malveillance.
Colonel Lagabé Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Badiangara. Ces derniers temps, nous avons assisté à une série de feux un peu partout dans la région. Nous sommes vraiment inquiets vu ce que nous avons vu ces 2 dernières semaines en termes de feux de brousse et en termes d'ampleur dévastatrice. Cette spirale destructrice affecte les sols, appauvrit les pâturages et menace la faune déjà fragilisée par le changement climatique. Les communautés rurales emportent le lourd tribut, perte de forage, diminution de la productivité agricole et insécurité alimentaire. On pourrait globalement les situer en 2 grands groupes de causes. D'abord les causes humaines et les aspects sécuritaires aussi. C'est possible, le pays est en guerre. Allez-y comprendre ce que je voulais dire par là. Mais il y a aussi les causes naturelles. Les causes naturelles, ça c'est des causes qu'on ne maîtrise pas. Ça c'est des causes qui sont dues même souvent au climat. Et quand on prend par exemple la foudre, ça peut être sujet vraiment à brûler la forêt. Surtout que nous savons que notre écosystème se caractérise par sa fragilité. Donc la moindre étincelle peut vraiment causer des dégâts énormes. Face à cette situation, des campagnes de sensibilisation sont engagées, mais leur impact reste limité tant que le comportement à risque persiste. La première action que nous menons, disons, ça c'est la sensibilisation. Que ce soit à Badiangara, à Bankassou, à Koro, toujours par rapport au même phénomène. Donc vous savez, dans la région de Badiangara, on a la chance d'avoir des groupes socio-culturels qui sont de nature engagés dans la protection de l'environnement. Je vais parler par exemple des Barahobon, des Tolomondjo, mais c'est des groupes qui sont là, qui assistent les services et qui luttent pour eux-mêmes pour pouvoir sauvegarder nos formations naturelles, y compris en luttant contre les feux de brousse. Et puis un peu partout, depuis des années, des brigades anti-feu ont été formées. C'est des groupes de jeunes qui ont été formés, qui disposent de techniques pour pouvoir anticiper les feux de brousse et pour pouvoir, au cas échéant, éteindre les foyers de feu. Donc, d'une façon globale, notre stratégie s'appuie sur 2 phases. D'abord, une phase préventive où il y a la sensibilisation, où il y a par exemple la réalisation des pare-feux. Pare-feux, c'est des bandes que l'on fait tout autour de formations naturelles, ou même des maisons, ou même des champs, des bandes débarrassées de toute végétation et de toute espèce qui puisse être combustible. De telle sorte que si le feu venait à arriver, il y a une barrière qui est là et il s'éteint de lui-même. Ensuite, en méthode active, ça c'est carrément aller au front du feu, si je peux le dire, quand on voit que ça se tente de se propager. Et là aussi, les populations ont été formées à ces différentes techniques de façon active pour pouvoir éteindre les feux. Dans cette bataille contre les flammes, Badiangara n'a pas seulement besoin de sanctions, elle a besoin d'une prise de conscience collective, sans quoi chaque saison sèche sera synonyme de désolation. Et c'est ce qui met en terme à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Bekaï Sissi et Badi Touré. Réalisation, Draman Sanogo. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.